On est plus fort unis. Et ils nous ont divisés en fait, pour mieux nous contrôler. Donc là, le peuple s'est réveillé, il ne s'est pas réveillé pour rien. Je pense qu'au bord du précipice, le peuple français va montrer que c'est un grand peuple, fier et solidaire, et déterminé. Donc je pense qu'on vit des jours, des semaines et des mois qui vont être historiques. On est peut-être à la veille de vivre une forme de révolution d'un nouveau genre. Révolution pacifique, citoyenne, non violente, calme, mais déterminée et puissante. Et si le nombre est là, le nombre fera loi. C'est aussi certain que la puissance d'une vague. Donc beaucoup de personnes actuellement au pouvoir devraient commencer à s'inquiéter parce qu'ils ont été directement ou indirectement liés à des entreprises d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. J'ai conscience des forces terrifiantes qui sont en face, mais on ne peut plus reculer. La France doit retrouver sa souveraineté, maintenant. On n'est pas juste un grand pays, on est une grande civilisation. Bonjour Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi capitaine dans la réserve de la Gendarmerie nationale. Vous aviez pris la parole dans les médias il y a quelques mois à la suite d'une tribune que vous aviez publiée sur le site Place d'Armes, une tribune dans laquelle vous dénonciez l'infiltration des armées françaises et les dangers que cela faisait courir pour notre pays. Ces dernières semaines, vous avez participé aux manifestations contre le pass sanitaire. Vous avez dénoncé notamment la destruction de notre contrat social, donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être brièvement revenir sur votre parcours et notamment votre expérience dans la gendarmerie nationale? Moi tout d'abord, je viens d'une famille modeste. Donc j'ai eu des parents qui appartenaient à la classe moyenne, qui ont tantôt été ouvriers quand ils ont démarré sur les lignes de production, et qui ensuite se sont élevés par l'effort, par le travail. Et ils m'ont transmis ce goût de l'effort. Donc j'ai étudié, et par la méritocratie républicaine qui existait encore il y a peu, avant qu'elle soit en panne, j'ai pu, par le travail et l'effort, m'élever, passer des concours, rentrer dans les lycées militaires, intégrer Saint-Cyr, sortir de Saint-Cyr avec un bon classement, et intégrer la gendarmerie. Donc je suis devenu officier de gendarmerie pendant 8 ans, après mes études, donc ce qui a fait 12-13 années de carrière quasiment. Et ensuite j'ai démissionné en tant que capitaine, après avoir occupé 2 postes opérationnels, un poste de soutien en état-major, et un dernier poste dans le renseignement militaire. Donc où j'ai été vraiment détaché, et j'ai pu voir donc l'ensemble des missions de service public en termes de sécurité, autant dans les brigades, où vraiment c'était de l'ordre de la patrouille, de l'enquête judiciaire, toutes les problématiques, autant dans l'ordre public et le maintien de l'ordre, où j'étais aussi en peloton d'intervention. État-major, j'ai pu voir en fait les arcades administratives autour, vraiment l'environnement complet, systémique qu'il y a entre la préfecture, le parquet, les états-majors, différentes choses, comprendre ce qui se passe aussi en coulisses. Et j'ai fini par le renseignement militaire qui nous permet en fait d'appréhender les problématiques de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage et aussi de crime organisé, ce qu'on appelle le TESCO. Toutes les missions en fait des 6 services de renseignement français qui sont autour du TESCO. Et à partir de là, j'ai démissionné, j'ai pris mon bâton de pèlerin, ou plutôt mon bâton d'entrepreneur, et donc j'ai fondé une première entreprise autour de passions personnelles, et j'ai développé ces passions jusqu'à en fait devenir plutôt on va dire, aller dans le concept de Startup Nation, cher à notre président actuel. Et donc j'ai inventé des technologies parfumantes que j'ai brevetées et que j'ai ensuite commencé à vendre dans le monde entier jusqu'à ce que le Covid-19 ruine beaucoup de nos entreprises et fasse, comme beaucoup de Français, revenir en France et voir ce qui va se passer dans le monde, mais aussi dans notre beau pays. Est-ce que déjà vous avez été surpris par les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet? Comment est-ce que vous analysez ce choix d'étendre le pass sanitaire finalement et de porter l'obligation vaccinale pour les soignants et certaines professions à quelques mois de la prochaine élection présidentielle? Le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet a sonné dans mon esprit comme un discours historique. Historique, mais tragique. C'est mon interprétation personnelle. Peut-être qu'un jour l'histoire, jugera des dates qui ont marqué 2021, mais le 12 juillet 2021, selon moi, c'est la rupture complète de notre contrat social. Pour une raison très simple. C'est que le président de la République est, ou plutôt était, le garant de nos institutions, le garant de notre liberté, de nos libertés publiques,
mais aussi le premier protecteur du peuple. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le peuple français qui, au suffrage universel, a élu son président, et le président reçoit son mandat du peuple, directement. Donc il le représente, il le protège. Et ces deux fonctions principales sont censées être, je dis bien censées être, assurer sa sécurité en tout temps, tout lieu et tout territoire. Voilà, c'est ça. Première mission, assurer la sauvegarde du peuple français, de ses intérêts fondamentaux, et ensuite de travailler à son bonheur. Une fois que la sécurité est atteinte, et une fois que les intérêts fondamentaux sont souscrits, les gouvernements travaillant de concert avec des présidents et leurs premiers ministres doivent être dans la recherche du bonheur du peuple, sous toutes ses formes. Bonheur dans l'écologie, bonheur dans l'économie, bonheur dans le social, bonheur dans tout ça. Mais sécurité d'abord, et ensuite bonheur. Et ces deux choses-là ne sont pas atteintes. Et le discours qu'on a vécu, et beaucoup parmi nous subi le 12 juillet, a coupé la France en deux. Je pense qu'on est en train de vivre une forme d'affaire Dreyfus, mais 100 ans plus tard. Avant, c'était les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Ben maintenant, c'est les vax et les anti-vax. Alors que la plupart des personnes ne sont pas anti-vax. 100% de la population française est vaccinée. Du BCG, de la DT polio, des différentes choses. Nous sommes tous vaccinés. Donc nous ne sommes pas des anti-vax. Par contre, nous sommes des anti-pass. Parce que créer un nouvel instrument social de contrôle en instrumentalisant une guerre sanitaire, qui est en fait une crise sanitaire, je pense que c'est piétiner totalement les fondamentaux de notre Constitution. Et c'est pour ça que j'ai affirmé que le contrat social est mort le 12 juillet. Quels sont les risques liés à ce nouveau projet de loi? Vers quel type de société on se dirige si cette loi est promulguée après examen du Conseil constitutionnel? J'ai commis un papier récemment où j'ai voulu... On parle souvent sur les plateaux de la servitude volontaire. On parle souvent de la Boétie. Mais autant faut-il le relire. Je l'avais lu, mais j'en avais oublié des passages. J'ai relu la Boétie. C'est d'une actualité mais effarante. Quand il parle de la tyrannie, la Boétie parle en fait de la corruption des mœurs, de la corruption des cœurs. Et donc en fait, nous sortons de 2 siècles, quasiment 2 siècles, où la seule idéologie a été le consumérisme et l'individualisme. Consumérisme et individualisme nous ont détourné progressivement du réacteur presque nucléaire de notre démocratie, qui est la participation des citoyens dans la vie politique. On a donné tout pouvoir sans contrôle à des castes de politiciens, et cette absence de contrôle les a fait faire tout ce qu'ils voulaient. Voyez maintenant, par exemple, la participation des députés encore sur les votes de la loi sur le pass sanitaire. Nous avons eu de mémoire 212 députés qui étaient présents en hémicycle, sur 577, pour une loi aussi fondamentale qui touche à nos libertés publiques, celle de vous déplacer demain, de pénétrer un hôpital alors que vous êtes malade, alors que vous payez vous-même des impôts pour financer cet hôpital. Par le moindre produit que vous achetez tous les jours, vous payez de la TVA. Cette TVA rentre dans le financement de l'hôpital, des commissariats, des routes, des ponts, des centrales nucléaires, de tout. Et on voudrait nous couper, nous, citoyens, qui sommes dans le contrat social, à payer des contributions, des impôts, pour en fait faire fonctionner tout un système, alors que nous faisons fonctionner, nous serions en fait coupés de tout ce système. Là, on arrive vraiment sur une rupture complète, et très dangereuse, d'ailleurs, pour notre vie, même pas politique, mais notre vie en société, parce que nous nous rendons compte que nous devons en urgence refaire société, avant de refaire démocratie. Parce qu'on ne peut pas faire démocratie si on n'a pas d'abord fait société. Or, nous étions tous chez nous, claquemurés, bunkérisés, dans nos lubies de consommation individualistes. Moi, je veux avoir cet écran. Moi, je veux avoir mon programme. Moi, je veux avoir mon week-end. Très bien. Après, bien sûr, on s'occupe de ses enfants, de sa famille. Mais passer ce petit noyau, que reste-t-il de notre vie en communauté? Tout a été divisé. Et cette division, je pense, est arrivée à ses limites extrêmes. Les Français s'en sont rendus compte et ils ont commencé à se réveiller.
Alors, dans une tribune publiée récemment dans les colonnes du Figaro, François-Xavier Bellamy, qui est député européen, et le sénateur Loïc Hervé ont parlé d'un défi de civilisation. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que nous sommes face à un tournant historique, une remise en cause profonde de notre conception de l'homme, de nos valeurs et des principes qui ont prévalu jusqu'ici? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je remarque que je fais souvent référence à ces deux parlementaires, parlementaires européens pour Xavier Bellamy et sénateur pour Loïc Hervé. Ils font partie des quelques parlementaires qui ont sauvé l'honneur. Ils ont été en assemblée ou dans leur discours vent debout contre l'essentiel du pass sanitaire et de la rupture que ça représentait au niveau de notre société. Donc effectivement, je ne connais pas le cursus de M. Hervé, mais je sais que M. Bellamy était philosophe, professeur de philosophie, donc il l'a enseigné, il connaît très très bien tous les enchaînements d'idéologies, de systèmes, de sociétés qui ont prévalu avant que nous arrivions ici en France avec ce que nous connaissons et ce que nous vivons, et je partage sa crainte. Je partage sa crainte parce que dans quelques jours, ou sur les prochaines semaines, la liberté aura reculé. Et pour revenir à votre précédente question sur la Boétie, nous sommes vraiment actuellement dans un régime qui a des relents tyranniques. Une forme de tyrannie en fait sanitaire, tyrannie légale, mais qui n'est pas encore une dictature. Souvent il y a une confusion entre tyrannie et dictature. Là on a une tyrannie médiatique qui harcèle les citoyens dans le mainstream plutôt, médiatique dans le mainstream, qui harcèle les citoyens pour non pas les convaincre, mais les persuader de prendre des décisions. Donc on est vraiment sur une action presque coercitive sur l'esprit, associée à toute une caste politique, manifestement, qui n'a pas voté non plus pour nos libertés, qui ne les a pas défendues du moins. Donc nous sommes sur cette rupture complète, et je pense que les avertissements de M. Hervé et de M. Bellamy sont de bonne aloi par rapport à cette situation, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il aurait fallu une fronde complète. Rappelez-vous qu'on a 925 parlementaires. 925 parlementaires. Je n'ai pas entendu 90 ou même une centaine de parlementaires réunis dans les deux chambres être vent debout contre ça. Où étaient les 400 ou 500 parlementaires? Nous sommes en vacances estivales. Ils étaient à la plage, ils étaient à la montagne. Pourquoi n'étaient-ils pas dans l'hémicycle à défendre nos droits? Et donc là, il y a une colère très vive qui s'est emparée du peuple français, à juste titre. Et je pense que les Français, je vais vous faire un aveu, que je fais public, après avoir essayé de lancer des manifestations depuis 1 an pour réveiller les Français sur les risques et les menaces qui pesaient sur notre société, notamment sur le volet islam, qui est l'islamisme qui gangrène notre société. Je pensais honnêtement, après le Bataclan, après l'Hypercacher, après Nice, après tout ce qui nous était arrivé depuis des années, que le peuple français était vraiment mort. Qu'il n'y aurait plus en fait de réveil citoyen massif. Il y aurait des réveils, on va dire un petit peu chacun chez soi, mais rien de regroupé en fait. Et bien en fait j'avais tort. Parce qu'il y a 4 semaines, quand ça a démarré, la première manifestation, c'était des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes partout en France. Ça s'est confirmé la semaine d'après, et encore il y a quelques jours, donc samedi dernier, c'était encore des centaines de milliers de personnes, et on aurait même dépassé les millions. Les millions. D'après le décompte officieux, parce que les renseignements généraux et les préfectures n'ont pas forcément donné un décompte précis de ce qui s'est passé. Et donc voilà, on essaye d'harmoniser ça entre ce que disent les manifestants, dont je fais partie, et aussi les autorités officielles. Voilà. Mais on assiste actuellement à une levée populaire, un vent historique. Est-ce que vous estimez finalement que les parlementaires ne représentent plus les intérêts des Français? Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de rupture là, qui est consommée entre le peuple et la classe politique? Les parlementaires, la Ve République reposait sur 2 principes. Le principe de représentativité, donc élection du président, élection des députés, sénateurs c'est encore différent, élection à tous les niveaux. Deuxième principe, c'était le référendum. Le référendum déjà, et son contournement, son dévoiement à partir de 2008, parce que le président Chirac a quand même respecté le référendum. Il y a eu un référendum sur l'Europe, 52, 53% ou 55% même je pense des Français avaient dit non. Le président Chirac avait respecté le référendum. Donc la République
globalement, vaille que vaille, marchait encore, fonctionnait encore. En tout cas, on avait l'affichage d'une démocratie qui fonctionne. 2008, c'était contourné par le président Sarkozy, qui a réuni le Congrès et qui a fait voter le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, contre donc le référendum des Français 3 ans plus tôt. Donc le premier pilier principal de la démocratie est tombé ce jour-là. Et là, en fait, on vient d'assister ces dernières semaines à l'effacement complet. Les masques sont tombés, en fait, par rapport à ce qui devrait être notre représentation, notre représentativité nationale par les parlementaires, et notamment les députés, qui sont élus directement par le peuple. Et donc les députés sont censés représenter les intérêts du peuple. Historiquement, c'est ça. Et ils sont censés voter les lois et réfréner aussi parfois les ardeurs de l'exécutif, d'où l'esprit des lois. On a 3 pouvoirs pour ça. On a un pouvoir exécutif, judiciaire et législatif qui pouvaient chacun s'auto-contrôler. C'était des check and balances, comme on dit chez les Anglais, c'est-à-dire des contre-pouvoirs. Mais où sont ces contre-pouvoirs désormais? Ils n'existent plus. Par rapport à ce qui peut être manifestement illégitime. Parce que ces personnes-là continuent à voter des lois. Mais si l'écart se creuse entre la légalité et la légitimité d'une loi, on arrive en fait à une grande dissonance en termes institutionnels. Et c'est cette dissonance en fait qui a créé une crise en fait, manifestement, depuis 3 semaines. La crise est là. Il y avait une crise sanitaire, instrumentalisée ou pas, qui a débouché sur une crise politique. Cette crise politique, elle est devant nous, elle est liée à cette dissonance institutionnelle. La loi n'est plus perçue comme juste. Elle est injuste. Et donc, nous sommes dans une forme de tyrannie. Et alors justement, est-ce que vous pensez que cette crise, ça peut être une opportunité finalement d'assainir nos institutions, de revigorer notre démocratie et finalement comment faire pour restaurer le lien, la confiance entre le peuple et ses représentants politiques? Je pense que la confiance est quand même rompue et que vous soyez en amitié, en amour ou dans une relation politique avec votre député, en tant qu'humain, famille, communauté ou société, la confiance se mérite. Et une fois qu'elle est fondée, qu'elle est détruite, il faut la reconstruire. Et ça ne prend pas 15 jours. Donc moi, mon discours a été simple par rapport aux citoyens que je suis. Je n'ai pas de mandat, je suis élu par personne. Je suis dans les cortèges. Alors parfois, il m'arrive de prendre le micro pour essayer de donner de la voix, insuffler de l'esprit aux gens autour de moi, parce que j'ai quelques idées aussi, bien sûr. Mais à ces personnes-là, je leur dis, prenez vos responsabilités. C'est votre société. Vous êtes citoyen. C'est votre démocratie. Donc, on a observé que cette démocratie a été contournée, dévoyée, vidée de sa substance. Réinvestissons-la. On ne pourra jamais vous reprocher de devenir demain, vous, en tant que citoyen, plus politique qu'un politicien. C'est ça le fondement de la démocratie. C'est que chaque citoyen est un politique, en fait. Et il le fait avec cœur. Par contre, il faut peut-être proposer des alternatives au système actuel. Et donc, la représentativité n'était pas contrôlée par les citoyens. Une optique, ou en tout cas des pistes de travail réelles, concrètes et immédiates, à partir du mois d'août 2021, c'est commencer avec différentes personnes, tous les volontaires, à réfléchir sur une notion de sauvetage du peuple. Il faut que le peuple se sauve lui-même. Voilà. Il a été mis en danger, il y a des menaces qui pèsent sur ses libertés publiques. Ces menaces ont créé une colère légitime. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, cette légitime colère qui a créé des cortèges de manifestations n'a pas été réprimée par la police, donc même si c'est illégal. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui n'étaient pas déposées en préfecture, mais quand vous avez 5000 personnes devant vous qui crient colère, c'est légitime, et le nombre fait loi. Donc là, on est juste sur une phase transitoire où le nombre auquel nous faisons face pourrait demain faire loi, face aux lois justement qui sont jugées illégitimes. Voilà ce que je pense. Donc, si les citoyens se mettent dès ce mois-ci à capitaliser cette colère et la transformer en quelque chose d'utile, parce que la colère ne sert à rien. La colère est une réaction. Moi, je peux être en colère tous les jours comme vous, mais c'est une réaction presque émotionnelle à une situation qui n'est pas convenable ou correcte ou qui peut vous mettre en danger, en fait. Voilà. Mais cette première réaction, il faut qu'elle soit utile et capitalisée. Donc, on a proposé, par exemple, que les gens se sauvent eux-mêmes en recréant des comités autour d'eux. Vous avez 577 députés en France. Très bien.
pour certains qui n'ont pas été dignement et dûment contrôlés. Par exemple, vous avez des députés qui ont embauché leur femme, ou leur époux, ou le fils, qui avait une entreprise de conseil à gauche et à droite. Et puis on se rendait compte que le député partait en voyage à tel endroit. Et puis quand il partait en voyage, ce n'était pas forcément pour défendre les intérêts des petites TPE ou PME locales de sa circonscription. C'était pour d'autres intérêts. Toutes ces choses-là, nous devons désormais le savoir. Et nous allons désormais le savoir. Et ça va les gêner. Parce que les personnes qui candidateront pour le poste sauront qu'en face, maintenant, il y a du contrôle populaire et citoyen. Et ils vont moins se battre pour le poste. Ça, je peux vous le dire. Parce que quand vous aurez des assemblées de citoyens, mettons des comités partout en France, autonomes, structure ad hoc, pas d'association, pas de parti, pas de syndicats, tous ces groupuscules-là ont été infiltrés et ont trahi ensuite leur objectif initial. Mais si les citoyens réinvestissent par eux-mêmes le champ politique par des structures ad hoc, nous on a proposé un nom qui était le comité de salut public, qui crée 577 comités de salut public en France sur les 577 circonscriptions qui existent, ad hoc, faites-le tout seul. Prenez-vous en main, on vous aidera si besoin, mais vous êtes indépendant. Et vous serez responsable. Et vous serez responsable de ce qui vous arrivera politiquement. Donc premièrement, on ne pourra plus se plaindre, parce que ce sera vraiment la voix du peuple qui sera exprimée, parce qu'actuellement, quand même, les élections, ça n'a plus rien de démocratique. Que ce soit les législatives partielles, les municipales, et encore les présidentielles, on peut monter jusqu'aux présidentielles. Vous prenez le corps électoral, présidentiel, il y a eu l'abstention a été également record pour une présidentielle, mais c'était la même pour les municipales, encore les régionales, les législatives. On a atteint même des scores à quasiment 80% d'abstention localement. Mais c'est un divorce complet. Ça, c'est les ferments de la crise qui arrivent. Quand vous avez un divorce complet des masses sur le système qui est censé la servir, le peuple. Un système est censé servir le peuple. Voilà, on met un régime en place, un système politique, pour nos intérêts. Mais là, c'est plus le cas. Ils ne défendent plus nos intérêts. Ils ne défendent plus la protection de notre environnement, ou la protection de telle entreprise, ou la protection de nos droits, tout simplement. C'est plus tout ça. Il y a de la collusion, il y a du corporatisme, et plutôt, on va dire, technocratique, voire financier. Enfin, il y a de la corruption à haut niveau. Non, je pense qu'il va falloir un petit peu assainir le marais, quoi. C'est important. Alors, on a eu les déclarations là, ces dernières semaines du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a parlé de franges capricieuses et défaitistes très minoritaires qui se satisferaient bien de rester dans le chaos et l'inactivité, en parlant des opposants au pass sanitaire. Et plus récemment, Emmanuel Macron, pendant son passage à Tahiti, a qualifié les Français qui ne souhaitaient pas se faire vacciner d'irresponsables et d'égoïstes. Qu'est-ce que ces déclarations vous inspirent ? Quel regard vous portez sur la communication du gouvernement par rapport aux Français ? Je pense que c'est une forme de chant du cygne, en fait. Je pense que ces personnes-là, du haut de leur puissance, du haut de leur hubris, vous savez, quand vous détenez tous les instruments de l'État, vous détenez la force publique, vous détenez tous les réseaux, vous détenez l'accès à l'argent quasiment illimité, vous êtes en haut d'une certaine hubris, en fait. Vous vous pensez surpuissant. Et cette surpuissance, en fait, vous fait parfois oublier qui sont vos employeurs. Et les employeurs du président, ou les employeurs de M. Attal, c'est le peuple. C'est pas autre chose. C'est pas la banque Rothschild. C'est pas tel autre cabinet de conseil. C'est pas les Young Leaders. C'est pas M. Schwab. Les seuls employeurs de M. Macron et de M. Attal, c'est le peuple français. Et ce peuple français, il ne faut pas le conspuer, il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas le rabaisser, comme ce qu'ils font à longueur d'interview. Alors, et de prise de parole. Alors peut-être que c'est une forme de tactique, voire de stratégie, de communication, dont je ne comprends pas bien les ressorts, parce que ça a tendance à hystériser les gens. Imaginez que demain, on force, par la loi, on force à vous faire vacciner avec quelque chose qui est encore un protocole expérimental. Rappelons-le. Parce que la plupart des vaccins doivent passer la phase 4. Disons-le, il faut le dire aujourd'hui. Qu'on vous force à vous vacciner avec des choses qui ne sont pas encore, absolument certifiées, on a le droit quand même de garder sa réserve, sa distance critique par rapport à ce qui nous arrive, c'est ce qui fait de nous quand même des Français. Je rappelle quand même qu'on est quand même la patrie de Descartes. Donc Descartes, c'est le doute méthodique, c'est-à-dire Descartes nous a quand même légué quelque chose qui est fantastique. René Descartes, c'est la méthode de doute.
Douter est très bon pour le raisonnement, pour la logique, pour tout cela. Par contre, c'est le scepticisme qui est mauvais. Donc peut-être que M. Attal ou M. Macron devraient établir la nuance entre ce qui est du doute et ce qui est du scepticisme. Le scepticisme, c'est destructeur, ça peut être des sphères, différentes choses, des complotistes, différentes choses, mais le doute méthodique, c'est très bon, parce que ça vous fait avoir un raisonnement de citoyen épanoui, éclairé sur ce qui vous arrive. Comprenez la nuance. Et donc, je trouve irresponsable qu'un président qui est censé justement être le responsable de tout un peuple, et pas juste une catégorie socio-professionnelle ou juste une caste, ou juste, on va dire, quelques-uns de ses électeurs. Il est garant et responsable d'un peuple entier, n'est pas la force ou n'est pas la présence d'esprit d'imposer, je dis bien imposer, aux industriels qui sont en train de nous vacciner, ou nous proposer des vaccins, une simple responsabilité pénale. Ils nous apportent des vaccins et ils sont irresponsables pénalement sur ces vaccins. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ah, donc les Français seraient irresponsables de ne pas accepter un vaccin qui est encore en phase expérimentale. Par contre, il est parfaitement responsable que des présidents n'obligent pas des industriels à mettre noir sur blanc une clause de responsabilité par rapport à la santé qui pourrait mettre en danger des concitoyens dont le président est garant. On nage en plein délire. Je pense qu'on arrive au bout d'un système. Ce système est à bout de souffle. Il est en train de montrer, il est en train de tomber le masque. On avait des doutes sur la pérennité de ce système. Je pense que les masques sont tombés le 12 juillet. Alors on a évoqué les manifestations tout à l'heure, donc des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de très nombreuses communes depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien mesuré finalement l'ampleur de ces manifestations ? Non, je pense que ça a été minoré. Je pense qu'ils n'ont pas premièrement vu ou compris l'ampleur de ce qui se lève actuellement. Et peut-être même que les Français non plus d'ailleurs, moi-même je n'ai pas forcément notion de ce qui se passe, parce qu'on pense tout le temps que ça peut être une forme d'écume, vous voyez. Mais moi je pense plus à la vague, voire à la lame de fond. Il y a une lame de fond qui était présente, et qui est en train en fait de déployer une vague terrible de colère sociale, et qui ne risque pas de s'arrêter du jour au lendemain pour une raison très simple, c'est qu'on a eu l'épisode Gilets jaunes. Cet épisode Gilets jaunes était un maelstrom de colère, de frustration, d'abandon des politiques sur toute une partie de la population, qui a crié son abandon, qui a crié sa colère d'être détaché du reste d'une France qui, on va dire, vit plutôt confortablement. Mais tous ces gens-là, on doit faire acte de solidarité envers le peuple. La France, ok, c'est la terre des hommes et des femmes libres, mais c'est aussi une terre de solidarité. Donc on est censé nous entraider les uns les autres. Si bien sûr on a du mérite, on veut travailler, on a de l'énergie pour, on veut s'en sortir, bien sûr. Mais les accidents de vie arrivent à tout le monde. Et donc cette solidarité et cet esprit de liberté sont tous les deux piétinés, actuellement. Donc pour répondre à votre question par rapport à ce que pense le gouvernement, M. Macron, M. Castex, des manifestations, ils ont essayé de redéployer le même arsenal en fait de contention, de contrôle de ce qui pourrait être des ferments de révolte, voire des ferments pré-révolutionnaires. Donc ils ont essayé de le faire. Actuellement, donc vous observerez dans les médias, plutôt mainstream, et dans les communications gouvernementales dont vous venez de parler, quand on parle d'irresponsabilité des ferments, parler d'irresponsabilité, de caprice, différentes choses, c'est une première stratégie. C'est la ringardisation. Après, on va diaboliser. C'est arrivé avec l'étoile jaune, différentes choses, des personnes qui avaient arboré ça. Et bon, excusez-moi, mais j'ai pas envie de citer un point Godwin actuellement pour votre interview, mais il y a 75 ans, enfin 77 ans plutôt, au plus fort de la guerre, il faut quand même se rappeler qu'il y a une certaine société en guerre qui avait fait la part des choses entre deux types de citoyens. Ceux qui pouvaient vivre libres et ceux qui devaient être en camp et mourir. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc ça a existé, il y a 77 ans. Donc, des irresponsables, des enfants gâtés, des capricieux, des antisémites, enfin bref, tout. Et à la fin, eh bien, vous aurez aussi l'infiltration. Donc une fois qu'ils auront ringardisé, comme ils l'ont fait avec les généraux aussi. Hein. Les généraux, c'est juste quelques retraités en charentaise. Hein. Ils ont fait ça avec les gilets jaunes.
ils fument des clopes, ils roulent au diesel. Après, ils diabolisent, tous des antisémites. Non, tous des fascistes ou des factieux, mais non. Je veux dire, la vraie mesure, on va dire fasciste, voire nazifiante, c'est d'avoir une liberté à deux vitesses. C'est pas la société française, ça. C'est d'autres sociétés, c'est Mussolini, c'est Hitler, mais c'est pas nous. Nous, c'est une seule société, les mêmes droits pour tout le monde. Et on le défendra. Et à la fin, ça ne suffit pas, ils vont infiltrer. Ils vont infiltrer les cortèges de manifestants par des extrêmes, plutôt à gauche, je pense. Et ils vont en profiter pour exciter, en fait, les divisions qu'ils ont alimentées pendant des années, les divisions racialistes, indigénistes, différentes choses, qui ont infiltré aussi les manifestations avant. Ces personnes-là vont revenir. Je l'ai observé sur les cortèges où j'étais, où au début c'était que du bleu, blanc, rouge partout. Donc de la gauche à la droite, tous les Français, qui soient ouvriers, notables, profession libérale, qui que ce soit, arboraient le drapeau français. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et par contre, on a commencé, ça y est, à voir réapparaître des drapeaux rouges, des drapeaux noirs, autre chose. Des choses qui n'ont rien à voir avec la France, qui sont des sous-divisions de lutte idéologique, d'ailleurs, qui sont en fait des ersatz de lutte. Parce que la vraie lutte, en fait, je rappellerai à nos amis de gauche, voire gauchistes, qui nous observeraient aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils oublient quand même que le drapeau français, c'est un drapeau révolutionnaire. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait aussi y avoir une tentative de récupération de la part de politiques, comme ça a pu être le cas avec les Gilets jaunes? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de récupération directe, dans le sens où, j'en ai souvent parlé en manif, on est sur un magma brûlant. Un magma brûlant, mais je veux dire, avec des gens très calmes en fait. Hein. Mais c'est brûlant. C'est-à-dire qu'ils ont ressorti leur drapeau français. Ils disent, moi je suis française, que je sois ouvrière ou que je sois profession libérale, je suis français. Je veux qu'on respecte mes droits, et ils sont très en colère de ce qui se passe. J'ai marché côte à côte avec des petites mamies qui avaient 85 ans, à 14 heures, à Toulon, sous le bitume. C'est brûlant. Et elles étaient là. Et elles se battaient pour leurs petits-enfants. Donc cette colère qui est très vive est une colère citoyenne. Je pense que les citoyens français ont parfaitement compris que les partis avaient trahi, premièrement, tout bord. Hein. France Insoumise, RN, LR, Modem, LRM, tout le monde. Ils ont tous trahi. Ils ont tous mangé au mauvais râtelier. Ils ont mangé au râtelier de certains intérêts, de certains lobbies. Ils n'ont pas mangé au râtelier du peuple. Ils ont commis une erreur fondamentale. Mais s'ils avaient la mauvaise idée d'essayer de récupérer ça, je pense que ça leur échapperait. C'est trop puissant. C'est trop puissant, c'est trop transversal, c'est tout ça, quoi. Donc il est quand même nécessaire d'essayer d'apporter un visage progressivement à ce magma brûlant pour qu'il prenne corps dans quelque chose, et de cette colère, on en fasse un projet politique pour nous tous. Mais en fait, il faut sortir, je pense, des structures traditionnelles qui sont des structures très pyramidales et verticales. C'est-à-dire que là, en fait, la pyramide, la base est en train de bouger par sa base. Et cette pyramide bouge de partout d'ailleurs. La pyramide de force publique, elle bouge aussi. C'est la base qui va faire bouger la pyramide, pas autre chose. Et donc, en fait, cette base, il y a eu une expérience avec les Gilets jaunes. Ils ont vraiment pratiqué au début la circularité, la démocratie pure. Ils étaient sur une démocratie pure, où il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader, mais en fait, à la fin, ils n'arrivaient pas à avancer, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que dans cette démocratie pure, le groupe se dise, on fait confiance à telle personne, parce qu'il a pris la parole, il a exposé ses idées, et on pense qu'il a les compétences qui seront utiles au groupe. C'est comme ça que se définissent les groupes humains depuis des milliers d'années. C'est qui est plus compétent à la chasse, qui est plus compétent à la pêche, qui est plus compétent pour compter les cailloux. Enfin bref, on a chacun des compétences. Donc si on refait de l'utilité et de la compétence au service du peuple sans structure, pas d'association, pas de parti, pas de syndicat, mais que les citoyens recréent eux-mêmes des structures ad hoc, que pour eux, de contrôle, il pourrait y avoir un projet, je pense, politique assez intéressant pour les citoyens. Alors vous avez parlé effectivement d'un risque d'infiltration des manifestations à terme. Pour vous, ça veut dire qu'on pourrait voir réapparaître des éléments perturbateurs comme lors des Gilets jaunes, des casseurs, des black blocs Oui, tout à fait. Alors j'avais commencé à l'apercevoir lors de la première manifestation,
Ou, alors je prends un exemple provincial, qui est Toulon. J'habite Toulon aussi, je suis à Paris, entre Paris et Toulon. Donc je me donne pour principe de tout le temps retourner chez moi à Toulon pour être présent, au début pour observer, et ensuite d'essayer d'aider et donner de la voix à ce qui se passe, pour pas que ça reste juste une masse, un magma de colère, mais que ça prenne pas un visage. Donc en fait, on fait circuler des micros dans la foule, tout le monde prend la parole, c'est très bon enfant, c'est très citoyen, c'est très agora, c'est très intéressant. Mais beaucoup de gens, ça leur plaît pas. Ils préféraient vraiment la révolution pour la révolution. Mais sans en fait discours, sans partage, sans tout ça. Donc en fait, beaucoup de personnes sont en train d'essayer d'infiltrer les cortèges pour les amener en fait vers leur objectif. Mais sans qu'ils aient pour autant défini de stratégie. Parce que la stratégie révolutionnaire, ils n'en ont pas. Ils veulent juste le chaos, la destruction, l'incendie, tout ça. Mais 99% des cortèges, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont construit toute leur vie. Ils ont construit des familles, ils ont construit des entreprises, ils ont construit des petites maisons ou des appartements, enfin bref, ils ont bâti des choses qu'ils vont léguer à leurs enfants. Et donc pour eux, alors qu'ils ont construit, détruire quelque chose, c'est pas naturel, quoi. Vous comprenez? Donc j'ai observé ces infiltrations. Des personnes naturellement étaient venues me voir dès la première fois. On était devant la mairie de Toulon, ils m'ont dit, moi je vais aller casser la mairie. Bon. Alors, nous étions là tous là, en fait, à crier notre colère devant le maire, parce que le maire aussi, les maires sont importants aussi, hein, dans tout ce qui peut être lié aux activités actuellement estivales, autour du pass sanitaire, les jauges, tout ça. La mairie a sa responsabilité, hein, sur comment dire, le vivre ensemble et comment faire au mieux pour que les gens vivent ensemble avec pas trop de pression autour du masque, du pass, différentes choses. Donc les mairies ont leur responsabilité. On était devant la mairie, il me dit, moi je veux la casser. Ben, je dis, écoutez, on vous regarde, allez-y, on vous observe, allez-y. Bon, ils étaient 4. Donc ils sont allés sur les grilles, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais quand vous avez 4 personnes noyées dans 10 000 personnes, ça ne fait rien. Mais si vous commencez à avoir des groupes consolidés de 10, 20, 30 personnes qui prennent la tête des cortèges, orientent les cortèges dans la direction où ils veulent aller pour ensuite l'exploiter, et on ne sait pas vraiment pourquoi ils veulent faire ça, au fond. Et je ne suis même pas sûr qu'eux-mêmes le sachent. Parce que quels sont actuellement les objectifs politiques d'une manifestation, comme les citoyens qu'on a actuellement? C'est pas forcément de rester sur le parvis d'une mairie. La mairie, c'est un échelon administratif qui est important dans la vie sociale. Mais il y a aussi, par exemple, la préfecture. La préfecture, c'est une autorité déconcentrée. Donc c'est le représentant de l'État dans la région ou le département. Donc c'est la préfecture qui donne les ordres directement, qui répercute les ordres, les directives et différentes choses aux forces de police, de pompiers, de sécurité et d'autres. Le préfet est un échelon très important. Donc c'est au préfet aussi qu'il faut envoyer un message. Mais entre les deux, ce qui est fondamental actuellement, et par rapport aux divisions qui ont été orchestrées par le pouvoir, et c'est terrible, parce que les présidents comme les gouvernements doivent œuvrer pour l'union de tous, l'union d'un peuple, l'union d'une nation, pour en maximiser le capital humain, artistique, intellectuel, peu importe. On est plus fort unis. Et ils nous ont divisés en fait, pour mieux nous contrôler. Donc ces divisions, elles sont en train de disparaître, parce que le peuple est en train de refaire société, sous nos yeux, actuellement. Donc c'est la première étape. C'est-à-dire, première étape, si on pouvait commencer à raisonner un petit peu à chaud par rapport à ce qui se passe, première manifestation, le peuple est en colère. Mais reprend conscience, dans cette première étape, qu'on est nombreux à être en colère. Donc il y a une masse critique déjà qui se crée, partout en France. Deuxième étape, confirmation. La colère est toujours là, en plus les débats ont été hystérisés et compagnie. Mais pendant qu'en fait il y a des cortèges, des manifestants, les gens se voient, se rencontrent, parlent, échangent, partagent. Et donc on refait société. Péniblement, mais on refait société quand même. Et c'est une étape juste avant refaire démocratie. Parce que si on se voit en vrai, qu'on parle, pas derrière un écran, pas derrière quoi que ce soit, dans la vraie vie, il y a autre chose qui se passe. Il y a une compréhension qui se fait, quelle que soit la classe à laquelle vous appartenez. Et il y a vraiment de la fraternité qui revient. Mais cette fraternisation qu'on observe actuellement dans les masses, il y a une clé fondamentale de cette fraternisation qui pourrait s'opérer vis-à-vis de la force publique. Parce qu'actuellement, ce qui sépare le peuple des élites qui humilient le peuple, ou l'oublient, ou lui font pique-pendre, par exemple, passe sanitaire pour tout le monde, sauf à l'Assemblée nationale.
Vous voyez un petit peu le niveau d'abjection dans lequel on vit. Les représentants de la nation qui ne s'imposent pas à eux-mêmes les décisions qu'ils prennent pour le peuple qu'ils sont censés représenter. Donc il y a les élites, il y a le peuple, et au niveau, il y a la force publique au milieu. La tyrannie, il n'y a pas encore d'usage coercitif, systémique, des forces militaro-policières. Mais si par contre demain, alors que nous avons une force publique depuis plus de 200 ans, qui est entre le soldat de l'an 2 pour les forces armées, mais aussi la police républicaine ou la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, je rappelle, c'est la nation. La police, elle est républicaine, c'est la chose publique. Donc ces forces publiques, si elles basculent du côté, en fait, de la tyrannie sanitaire et législative qu'on vit actuellement, on pourrait basculer dans une forme, peut-être brève, mais de dictature militaro-policière. Par contre, si ces mesures ne sont pas tolérées et sont jugées illégitimes, même par la force publique, parce que les policiers, comme les gendarmes, comme les douaniers, comme les militaires, soldats, aviateurs, marins, tout le monde, ils ont des femmes, ils ont des époux, ils ont des enfants. Donc comment vivent-ils actuellement dans leur fort intérieur ce qui se passe? Donc si ça craque, et que la force publique vient du côté du peuple, et dans ce mouvement légitime que l'on vit, alors là oui, il pourrait y avoir véritablement non plus un ferment pré-révolutionnaire, mais vraiment rentrer dans une forme de révolution sociale, douce et citoyenne. La révolution n'est pas obligée de faire quelque chose qui est aussi violent et sanguinaire qu'a été 1789. Le peuple français a évolué, il est éduqué, il a du recul, il a plus de conscientisation de sa propre existence, il est plus cortiqué qu'il y a 230 ans, fondamentalement, dans la masse. Donc maintenant, peut-être qu'on est peut-être à la veille de vivre une forme de révolution d'un nouveau genre. Révolution pacifique, citoyenne, non violente, calme, mais déterminée et puissante. Et si le nombre est là, le nombre fera loi. C'est aussi certain que la puissance d'une vague. En tant que capitaine de réserve dans la gendarmerie nationale, justement, est-ce que vous avez des échos peut-être sur l'état d'esprit des forces publiques, que ce soit les gendarmes ou les policiers ou autres? Ah oui, j'ai des échos, parce que j'ai beaucoup d'amis que j'ai pu rencontrer autant en lycée militaire qu'à Saint-Cyr, qu'à Léogène, en gendarmerie, puis dans les affectations. Des gendarmes que j'ai commandés me rappellent parfois, voire même des personnes que j'ai croisées dans le renseignement. Donc j'ai plusieurs tutelles en fait. J'ai une tutelle militaire, j'ai une tutelle aussi policière, et j'ai une tutelle plutôt renseignement. Vous voyez ? Donc j'ai des contacts un petit peu de partout. Ces personnes me disent faut tenir. Surtout, il faut que ça tienne et que ça voir que ça monte en puissance. Pourquoi ? Parce que loin dans sa caserne, ou dans sa brigade de gendarmerie, ou dans son poste de police, le citoyen qui est en tenue, parce que ça reste quand même un citoyen, mais qui porte simplement une tenue le matin quand il va à son travail, il ne prend pas son car à l'usine, il prend son car au poste de police, dans sa brigade de gendarmerie. Il porte une tenue, qui fait de lui une cible d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc il a un métier particulier. Quand il part le matin, donc assurer sa mission de service public, il va en fait voir tout ce qui se passe, les mouvements d'humeur d'une société, une grosse conscience collective, et ils sont touchés, ils sont en connexion avec tout ça. Et donc, ces personnes ont besoin, la plupart sont révoltés par ce qui se passe, vraiment révoltés. Mais ils ont besoin de voir en face que les cortèges de manifestations sont des cortèges citoyens, massifs, calmes, déterminés et citoyens. Et ça pourrait être une condition préalable à un basculement possible de la force publique vers le peuple, et donc ensuite à une possible crise de régime. Quelles seraient les conséquences justement de ce basculement pour le régime politique en place si les policiers venaient grossir les rangs et les gendarmes des manifestants? Le jour où un poste de police, un commissariat, puis X ensuite, viennent grossir les rangs de manifestants, de citoyens, ce jour-là, c'est le début d'une révolution. C'est tout simple. Et donc s'il y a révolution, le régime qui de fait est déjà tombé,
dans ces institutions. On parlait du contrat social, le contrat social est déjà rompu en fait. Donc c'est comme si vous étiez dans un grand train, lancé à grande vitesse. Ce train fait 800 tonnes par exemple, donc il a une énergie cinétique. Et quelqu'un vient de saboter en fait les commandes électriques. Le président, qui est pilote du train par exemple. Il sabote les commandes électriques. La cinétique va faire que vous allez vous arrêter sur peut-être 5 km, 7 km, 8 km. Toute cette énergie qui est en fait accumulée toute notre vie, votre vie, la mienne, toutes nos vies en société sont de la cinétique, de la projection dynamique d'une société. Et donc ça ne s'arrête pas comme ça, des institutions. Donc toute cette projection, cette dynamique, on vient d'avoir en fait un gros coup de frein ou une sorte de sabotage institutionnel le 12 juillet, qui est en train d'amener en fait, les ferments étaient déjà plantés, hein, mais de pousser à grande vitesse des ferments révolutionnaires, de colère. Et donc, si la force publique rejoint les manifestants, on est dans une révolution, et dans une révolution, il faudra changer de régime. Donc il faudra ensuite que et là on reviendra en fait à un culte, celui de l'utilité. L'utilité qui a été perdue. Parce que je rappelle que les distinctions sociales se fondent sur l'utilité commune. Et ça, c'est dans la Constitution aussi. C'est marqué noir sur blanc. Donc on va vraiment revenir au culte de l'utilité. C'est-à-dire que les citoyens lèveront le doigt en disant « Moi, je veux contribuer à telle chose, et j'en ai les compétences, et je veux apporter mon capital humain, intellectuel, à refonder, par exemple, les institutions, différentes choses constituantes, et j'en passe. » Mais si vous avez en fait un régime crépusculaire, qui agit de telle façon que ça crée en fait une crise qui arrive, et que cette crise crée une révolution, alors personne ne connaît l'issue d'une révolution, parce que ça peut échapper à qui que ce soit, moi, vous, tout le monde, on ne sait pas. Mais si ça reste calme, pacifique et déterminé, ça amène naturellement sur une constituante. Et la constituante, eh bien, c'est travailler à une nouvelle constitution, pour qu'en fait les citoyens disposent d'un nouveau contrat social qui les rendra en liberté, en sécurité et heureux. Alors dans une interview récente sur le média Putsch, vous avez déclaré, je cite, « Je sais que je prends des risques et je suis très content que vous me surexposiez médiatiquement, car c'est en se rapprochant de l'adversaire, c'est en se surexposant avec des médias comme les vôtres, que l'on se protège paradoxalement. Plus vous êtes connu, plus vous êtes protégé. Si demain il devait m'arriver quelque chose, je le dis à votre antenne, je ne suis pas dépressif, je ne prends pas de médicaments, pas de drogue. Donc il ne m'arrivera pas demain d'accident fâcheux, je ne me suiciderai pas de 3 balles dans le dos. » Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par là exactement ? J'ai simplement voulu dire que les intérêts qui poussent la France dans un régime ou dans un autre sont colossaux. C'est phénoménal. Vous avez des forces derrière tout ça qui sont prodigieuses, mais qui sont aussi terrifiantes. Donc, vous avez toute une mécanique qui est finement huilée pour tirer un pays dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'un pays qui a perdu de sa souveraineté, comme c'est le cas pour la France, est tiraillé par d'autres nations qui, elles, n'ont pas perdu leur souveraineté et peuvent faire acte de ce qu'on appelle d'ingérence. On appelle ça l'ingérence dans le renseignement. C'est quand des puissances étrangères, alors nous on le fait en France, ne vous inquiétez pas, on a aussi des services de renseignement qui vont s'ingérer ailleurs aussi, on le fait, c'est de bonne guerre et c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Donc la réelle politique. Mais dans cette réelle politique, dans ce concert géostratégique de nations, vous avez des puissances politiques qui ont un projet politique de civilisation, c'est-à-dire les origines de l'Europe, pourquoi l'Europe a été construite, par qui, comment, et par qui est-elle contrôlée, vu que ce n'est pas en fait une puissance qui est légitime par l'élection. Il y a des commissaires, ils sont désignés. Donc qui est derrière ? Vous avez des conglomérats qui sont d'une puissance prodigieuse, comme l'OTAN, comme toutes ces choses-là, mais aussi en face, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez des puissances, vous avez des empires. On peut parler autant de l'empire chinois que de l'empire américain. C'est dans l'étymologie, on va dire, impériale. Impériale dans le sens expansionniste. On connaît très bien ça en France, l'expansionnisme. Moi, je vais être encore critiqué par ce que je veux dire, mais moi, je suis bonapartiste. Parce que, entre autres, Napoléon a fondé Saint-Cyr, donc il faut rendre ça notre Saint-Père qui a fondé Saint-Cyr. Mais on a bien connu l'Empire. Mais un des principes de l'Empire, c'est l'expansion pour diffuser, en fait, un mode de civilisation.
Et donc on est en France là, au milieu de tout ce concert géopolitique, où les puissances sont terrifiantes. On parle de centaines, de milliers de milliards, et de diplomatie à 100 ans. Donc imaginez bien qu'un tout petit caillou comme Alexandre, qui pourrait gêner un rouage, il sera soit écrasé par le rouage, soit on va le retirer du rouage, pour que la mécanique continue à avancer. Donc si je vous ai dit tout ça, la surexposition ne protège pas véritablement, mais disons qu'elle a tendance à offrir, on va dire, un argument de réflexion avant de retirer un caillou du rouage. Parce que si le caillou est blanc, exposé et à la vue de tout le monde, on verra qu'il a été retiré. Donc on se posera des questions. Voilà. D'où en fait ma volonté de surexposition. C'est pas pour occuper le devant de la scène, pas du tout. C'est que j'ai conscience des forces terrifiantes qui sont en face, mais on ne peut plus reculer. La France doit retrouver sa souveraineté. Maintenant. On n'est pas juste un grand pays. On est une grande civilisation. Je dis bien une civilisation. On a été enfanté par la Grèce, on a été enfanté par Rome, on a été enfanté par les Celtes, on a été enfanté par les civilisations mégalithiques. Et après, on est devenus des Francs. Voilà, donc des Français, donc des peuples libres. Donc on est une très grande civilisation qui à son tour a enfanté l'Angleterre, rappelons-le, qui à son tour a enfanté les États-Unis, rappelons-le. Donc il faudrait aussi à un moment donné qu'on ait un petit peu de respect pour les anciens. Donc il serait de bon ton parfois que les Américains se rappellent qu'ils ont été aussi enfantés par la France, indirectement, et l'Europe. Donc c'est pas la vieille Europe, c'est l'Europe, on va dire, authentique, des authentiques valeurs, on va dire, judéo-chrétiennes. Voilà. Gréco, latino, judéo-chrétiennes, qui ont fait l'Europe, telle qu'elle est. Et moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Je suis attaché à mon pays, je suis attaché à sa culture, et je suis certain qu'elle a encore une destinée manifeste. Et d'ailleurs, si vous observez comment nous sommes perçus dans le monde, on est le pays de la liberté, et toute l'Europe actuellement observe ce qui se passe dans les rues françaises, parce qu'ils se disent comment va réagir la France. Donc là, c'est un test sociétal. Parce que si ça passe en France, ça passera partout ailleurs. Parce qu'on est quand même réputé pour être des réfractaires, on va dire, aux changements idiots. Je veux dire, on n'est pas réfractaire aux changements nécessaires, parce qu'on a fait des sacrifices incroyables sur les 50 dernières années. Par contre, le changement idiot, oui, on peut y être réfractaire et réfléchir par rapport à ça. Donc il y a un test actuellement en France. Pays de la liberté. Mais derrière aussi, notre nom, le nom de la France en chinois, c'est Fagua. Et Fago, c'est le pays du droit. Donc là, c'est encore un deuxième test sur nos droits. Test sur notre liberté, test sur le respect de nos droits. Si on se couche, on sera couché, on sera mort. Mais il n'y aura pas de réveil demain, quoi. Donc là, le peuple s'est réveillé, il ne s'est pas réveillé pour rien. Je pense qu'au bord du précipice, le peuple français va montrer que c'est un grand peuple, fier et solidaire, et déterminé. Donc je pense qu'on vit des jours, des semaines et des mois qui vont être historiques, à mon sens. On a beaucoup insisté depuis plusieurs mois sur tous les aspects négatifs révélés par cette crise sanitaire. Est-ce que vous y voyez aussi des motifs d'espérance? Comment la transformer en quelque chose de positif qui nous permette de nous élever à titre individuel aussi bien qu'à titre collectif? Je pense que les crises sont des épreuves. Donc les crises ont pour vertu de nous montrer notre état de force ou de fragilité. Donc la crise sanitaire a fait tomber les masques. Elle a d'abord fait tomber les masques sur l'illusion de la bonne et saine gestion de nos technocrates et élites politiques qui nous ont vendu le mythe de la bonne gestion depuis 20 ans. Et on se rend compte qu'ils ne savent même pas gérer, ils ne pourraient même pas gérer une entreprise, ces gens-là. Ils n'ont même pas su gérer des masques, avoir des stocks stratégiques de masques. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Des stocks à gérer, vous prenez des bons logisticiens dans l'armée, ils vous le feront parfaitement. Et ces mêmes logisticiens, d'ailleurs, assureront une livraison parfaite des éléments de partout. Ils sont faits pour ça, c'est leur métier. Donc, on est à la fin je pense, d'un cycle. Et la crise sanitaire, en tant qu'épreuve, nous montre tous les mensonges et toutes les escroqueries qu'on a bien voulu nous faire avaler
sur l'illusion de la prospérité, les dividendes de la paix qu'on avait à partir de 91. Ça, c'est une illusion aussi, parce que la guerre avait repris. Donc on nous a endormis là-dedans. Ne vous occupez pas des affaires politiques, on s'en charge pour vous. Par contre, en attendant, faites de la consommation, faites des matchs de foot, faites tout ça, mais nous, par contre, on s'occupe de la politique. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détricoté notre outil régalien. Et cet outil régalien qui était détricoté, eh bien, on en a eu la preuve manifeste pendant la crise. Donc ça met à bas tout le mensonge. Donc c'est très bon. Et donc on va pouvoir réagir par rapport à ça. Alors on avait quand même eu une alerte quand même en 2010. Il ne faut pas l'oublier. Parce que Roselyne Bachelot nous avait encore commandé 1 milliard de vaccins. Qu'on n'avait pas d'ailleurs, on ne s'était pas injecté d'ailleurs, qu'on avait revendu en Afrique et ailleurs. Donc déjà à l'époque, ils nous avaient pris 1 milliard de vaccins. Là c'est 2 milliards qu'ils veulent encore acheter. Pour environ, je crois que c'est 40 milliards d'euros d'ici 2023. 2 milliards de vaccins qu'on va distribuer un peu de partout. Je rappelle pour vos auditeurs que 40 milliards d'euros, c'est supérieur au budget de la défense. Au budget de la défense. Donc chaque fois ils pleurent, les comptables et autres technocrates pleurent parce qu'on n'arrive pas à aligner quelques milliards pour soi-disant livrer un sous-marin nucléaire ou un porte-avions. Je pense que c'est un grand mensonge, encore une fois. L'argent est dispendieux quand il s'agit d'aller dans les caisses de sociétés privées. Par contre, il n'y en a plus pour le public. Bientôt, ça va être le retour du public. On va remettre du public, on va remettre de la souveraineté, on va remettre en fait ce qui fait peur en fait à ces intérêts, qui est en fait la sanctuarisation de certains marchés auxquels ils ne pourront jamais accéder. Ils sont en train de vouloir privatiser l'hôpital, complètement. La prochaine étape, c'est la privatisation complète de la sécurité. On va y arriver. Mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de mettre à exécution leur plan. Et donc on ne vivra pas dans une société complètement privatisée où le primat économique aura pris le pas sur le primat politique. On est en train de le réinverser. On est en train par la rue, on va le faire par la rue, et ensuite par les comités, et ensuite par plein d'autres choses. On va remettre le primat politique au-dessus de l'économique. C'est le peuple qui choisira son destin. C'est le peuple qui choisira comment il veut vivre dans son pays. Et ce ne sont pas des puissances étrangères, et ce ne sont pas des intérêts privés, nationaux ou étrangers. C'est le peuple. Après, on n'a rien contre le libre marché, le capitalisme. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je suis le premier à le comprendre et à le respecter, parce que c'est plus en fait de la libre entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est avoir un projet pour soi et essayer de répondre à un besoin, en fait, tout simplement. C'est ça l'entrepreneuriat. Et on veut vivre en fait de sa propre entreprise, sa propre aventure personnelle. Mais ça, c'est pas du tout incompatible avec des pans de notre outil régalien qui soient sanctuarisés. Ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation, et qui existent dans le code pénal. Et ces intérêts fondamentaux de la nation, si on porte atteinte à ces intérêts fondamentaux, c'est de la prison. Donc beaucoup de personnes actuellement au pouvoir devraient commencer à s'inquiéter parce qu'ils ont été directement ou indirectement liés à des entreprises d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Atteinte technologique, atteinte dans les domaines de l'énergie, atteinte dans les domaines de l'approvisionnement stratégique, que ce soit alimentaire, électricité, comme on l'a dit, différentes choses, qu'ils se méfient. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Et je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas la notion de la limite. Parce qu'ils viennent de milieux qui sont dans la finance pure. Cette finance pure qui vit depuis plusieurs années dans le no limit. Au poker, on appelle ça le all-in. Ils misent tout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils pensent qu'ils vont réussir. Mais non. La vie en société, c'est pas le sans limite. La seule notion de sans limite pour une société, c'est si elle est confrontée à son extinction immédiate, à une guerre terrible, ou à quelque chose qui peut vraiment, admettons, si demain le Covid-19 par exemple atteint et létal à hauteur de 0,03%, d'après les dernières statistiques consolidées, bon, si vous étiez face à une maladie qui touchait 40% de la population, oui, là vous êtes face à une extinction immédiate. Donc là on est sur une vraie guerre, bien sûr. C'est lié à la survie de votre nation, de votre peuple. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ces gens-là n'ont pas la notion de limite pour les choses qu'il faut. C'est-à-dire
la survie du peuple, sa protection, son bonheur. Par contre, ils ont aucune limite pour ce qui est de donner des gages à on va dire à leurs affidés ou à je ne veux pas qualifier ça de maître, à penser, ni à penser, ni en action, mais il y a tout un aéropage d'intérêts privés qui gravitent autour de la politique, car on sait que le politique peut être la manne providentielle assurant la prospérité de certaines entreprises pendant des décennies. Alors cette épidémie a aussi posé la question du rapport à la mort dans nos sociétés. La peur en fait, qui a été provoquée par ce virus a suscité un désir de protection et de sécurité extrêmement fort dans une partie de la population. Pendant les dernières manifestations qui ont eu lieu à Paris, certaines personnes que nous avons interrogées ont évoqué spontanément le rôle de la spiritualité en fait. Est-ce que selon vous, la spiritualité, quelle qu'elle soit, la foi en fait, qui est l'affaire de chacun, est-ce que ça peut constituer peut-être un appui qui permet de trouver les ressources intérieures pour prendre de la hauteur et dépasser les épreuves amenées par cette crise sanitaire? Observez les prises de position, vous pouvez les lire, hein, elles sont sur tous les médias, de M. Jacques Attali par exemple. Un des projets portés, ou du moins évangélisés par M. Attali, est de faire des hommes des objets. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en fait, vous êtes une entité biologique, mais vous n'avez plus forcément cette intelligence et ce mystère, le mystère de la vie, qui fait que depuis la nuit des temps, on considère que nous sommes faits de matière et d'esprit. On revient encore à Descartes. Descartes qui était le grand, qui a fondé le doute méthodique et cartésien, qui malheureusement est devenu cartésianisme, avait essayé, en son temps, de protéger contre les effets d'une méthode qu'il avait sentie, je pense, destructrice pour le lien à la spiritualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que Descartes, alors vos auditeurs philosophes m'arrêteront ou me corrigeront et mea culpa, avait essayé de prouver l'existence de Dieu par sa méthode, par son doute méthodique. Et il l'avait prouvé l'existence de Dieu, d'après lui. Et c'est, je pense, son dernier cadeau qu'il nous a donné. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas décorréler la science de la religion. Il voulait que tout reste lié, en fait. Comme tout est lié dans un individu. Il est fait de matière et d'esprit. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, du moins. C'est ce que j'accepte de croire. C'est ce que j'accepte de croire. Je crois qu'un humain est fait de matière et d'esprit, et en faire simplement un objet, comme voudraient le faire messieurs Attali et consorts, est un projet de régression humaine, de régression sociétale, dont le seul but est de contrôler autrui, et de ne pas avoir confiance en ce que pourrait faire autrui s'il était émancipé, intelligent et conscient. C'est-à-dire rentrant dans une nouvelle forme de société, une civilisation plus avancée encore. Donc, ce qui se joue actuellement, je pense que c'est... Et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez en évoquant M. Hervé et M. Bellamy, quand ils parlent de civilisation, mais ça va au-delà de la civilisation française. Je pense que là, on est plus sur un spectre plutôt humain, en tant qu'espèce humaine. Est-ce qu'on va sortir de la grotte, de la caverne? Est-ce qu'on va sortir de l'allégorie de la caverne? Cette fameuse allégorie qui nous fait tous être dans une grotte, et on voit sur les murs apparaître des images qui sont créées par un feu, un simple feu. On pense que ce feu est celui de la vérité. En fait, la vérité, c'est le soleil. Et pour ça, il faut sortir de la caverne. Donc les feux, actuellement, ce sont nos smartphones, ce sont nos ordinateurs, ce sont nos écrans, c'est ça. Donc on est toujours dans la caverne. Et quand on s'abstrait de tout ça, et qu'on essaie de retrouver la vérité, eh bien là, on peut s'émanciper, on peut redevenir conscient, et on peut aussi légitimement penser qu'on est fait de matière et d'esprit. Et que c'est une des clés, je pense, de l'émancipation humaine et d'une nouvelle forme de civilisation qui pourrait advenir après la période de crise dans laquelle nous entrons. Merci beaucoup Alexandre Juvin-Brunet. Merci à vous.